Ben voilà, si vous souhaitez, si tout le monde est prêt à installer, on peut commencer cette conférence sur Alexandre Desrousseaux. J'ai de l'attention, merci. Donc merci d'être venu et d'être présent aussi nombreux pour une conférence sur un auteur lillois. Alors, nous sommes à Amiens. Donc ce cycle de conférences, ça part autour d'une idée de travailler sur les berceuses. Donc avec Monique Crampon qui interviendra ici le 23 mai prochain. C'est le 23 ou le 25 ? Le 25 mai. Non, on est le 23 mars, mais c'est le 25 mai. Et donc, pas forcément d'établir une comparaison entre Édouard David et Desrousseaux, ce n'est pas l'objet, en tout cas, de mon intervention, mais de prendre comme prétexte deux berceuses qui ont connu une certaine notoriété, qui ont eu un point commun, c'est d'être utilisées par la musique militaire également, et d'aborder donc ces deux auteurs et ces deux textes en particulier. Donc moi je vais vous parler d'Alexandre Desrousseaux aujourd'hui, ce qui est un auteur qui est connu mais pas tant que ça. Pas tant que ça, il a été très, très fortement oublié. Et de son petit quinquin bien sûr, de cette chanson qui n'est qu'une de ses 480 œuvres qu'il a écrites. Voilà, donc je remercie en premier lieu le théâtre d'animation Picard, notamment son équipe, Tristan et Charlène, qui nous accueillent aujourd'hui. Je remercie la Société académique de maintenir ce partenariat avec l'Agence régionale de la langue picarde, qui dure maintenant depuis 4-5 ans, je ne sais plus, mais ça fait quelques temps maintenant qu'on travaille ensemble, et donc de nous inclure dans son programme pour des conférences. Je remercie bien sûr les financeurs de l'agence, c'est-à-dire la région, Hauts-de-France, le département. Je tiens aussi à remercier, parce que je vais dire un mot là-dessus, Éric Lemaire, qui est l'auteur d'une thèse sur Alexandre Joachim Desrousseaux, une thèse de musicologie, qu'il a soutenue, je crois, il y a une dizaine d'années. Je remercie aussi quelqu'un qui n'est pas présent, mais qui est picard, qui s'appelle Patrick Desdois, qui habite Lille, qui est un historien, qui a fait beaucoup de recherches sur Desrousseaux, qui a une chaîne YouTube sur Desrousseaux, et à l'occasion de la petite célébration des 200 ans de Desrousseaux, qui a donné des conférences. Voilà, fait partie des personnes qui ont cherché à faire vivre la mémoire de Desrousseaux. Je remercie aussi, alors il n'est pas là, mais Ivar Jvavard, qui m'a donné quelques pistes d'analyse des textes de Desrousseaux, notamment de ces articles gasconneux qu'on verra peut-être si on a le temps. Je remercie bien sûr Monique Crampon, qui m'a aussi communiqué des documents sur Desrousseaux, notamment une belle coupure de presse sur les 150 ans, je crois, qui montre quelque part qui est une étape dans la déchéance de la mémoire de Desrousseaux. C'est comme ça que je l'analyse maintenant, entre quelqu'un qui a été célébré réellement à sa mort, évidemment, et dont la mémoire s'efface. Alors que c'est un personnage extrêmement important pour la mémoire lilloise. Puis on verra qu'il y a certaines contradictions aussi dans le fait que ce personnage sorte des mémoires. Et puis je remercie quelqu'un qui n'est pas là non plus, qui s'appelle Nathalie Pfister, qui est la personne qui est responsable du fonds ancien, notamment du fonds Desrousseaux de la bibliothèque municipale de Lille, qui m'a également beaucoup aidé, qui m'a confié notamment le catalogue du fonds Desrousseaux, puisque les archives de Desrousseaux, les archives de famille, ont été transférées à sa mort par son fils à la bibliothèque municipale. Et ce fonds a été inventorié, on peut y accéder de manière numérique, une bonne partie était numérisée, donc il y a une base numérique et c'est elle qui s'en occupe, et elle m'a aidé aussi très gentiment. Alors, avant de commencer, je voudrais dire ce que je n'ai pas fait, pour qu'il n'y ait pas de méprise. Je n'ai pas fait de travail de recherche, j'ai fait un travail de compilation, notamment à partir du travail d'Éric Lemaire, mais aussi du travail d'un historien décédé, qui s'appelle Pierre Pierrard, qui a beaucoup écrit, un historien lillois, qui a beaucoup écrit sur l'histoire de Lille, de la région, notamment un ouvrage que je vous recommande, même si vous n'êtes pas du Nord, c'est un historien du Nord, qui s'appelle « Quand le Nord devenait français » et qui explique bien, c'est un sujet qui n'est jamais abordé, comment ces territoires du Nord ont été envahis par Louis XIV et rattachés militairement à la France, et comment ça s'est passé, comment la population a réagi. Et elle n'a pas toujours très bien réagi, la population. La citadelle de Lille a quand même été mise stratégiquement à un endroit pour pouvoir bombarder la population lilloise en cas de révolte. Il y a eu une peur de
soulèvement des Lillois. Et ça dure longtemps. En travaillant sur Desrousseaux, je me suis aperçu qu'au XIXe siècle, Lille était encore considérée comme une ville pas tout à fait assimilée à l'État, à la République ou au Royaume, selon à l'époque. Le préfet écrit, il y a des notes du préfet qui disent « Lille conserve un esprit irrédentiste ». C'est intéressant parce qu'on en parle aujourd'hui, on n'imagine plus ça du tout. Je n'ai pas fait un travail de linguiste non plus, même si la langue est essentielle dans cette démarche par rapport à Desrousseaux, et la langue de Desrousseaux mériterait vraiment d'être étudiée. On n'a pas, par exemple, le lexique des mots de Desrousseaux. On a des bouts de lexique, mais on n'a pas le lexique de l'ensemble de ses œuvres. Et c'est une belle langue, Desrousseaux. Et Desrousseaux est quelqu'un qui a réfléchi à sa langue, qui a écrit volontairement en picard, en patois de Lille, évidemment, il n'utilise jamais le mot picard, mais qui a réfléchi à l'orthographe, qui a même polémiqué. Comment faut-il écrire le patois? C'est pas d'aujourd'hui qu'on polémique sur l'écriture du picard, et qui a été en relation avec d'autres auteurs, qui s'est intéressé aussi aux autres auteurs. Je ne sais pas si je le dis un peu plus dans la conférence, mais par exemple, Desrousseaux a écrit un gros article sur Hector Crinon, l'auteur du Vermandois, l'auteur Hector Crinon qui a été d'ailleurs qui a donné lieu aussi à des conférences chez les Rosati. C'est un auteur important, Crinon, qui était de Vraillans-Vermandois, du côté de Péronne. Je n'ai pas pu aborder non plus la question des sociabilités littéraires autour de Desrousseaux, sa correspondance, avec qui il était en relation. Là, il y aura un travail, quasiment un travail de thèse à faire sur Desrousseaux. Je veux dire, Desrousseaux mériterait aussi une thèse d'un littéraire et d'un historien. Et puis enfin, il y a d'autres chansonniers lillois importants, comme alors, Louis de Buire-Dubuc, c'est le nom qui revient tout le temps, qui est contemporain de Desrousseaux, et il y en a bien d'autres. Le livre de Pierre Pirard, qui s'appelle Chansons populaires de Lille sous le Second Empire, en cite énormément. Il y a une vraie sociabilité, à la fois littéraire et en chanson, sous le Second Empire à Lille, et tous ces chansonniers, quasiment, chantent en patois. C'est important, et c'est volontaire, et ils trouvent un public également parmi les notables. Le patois, c'est pas que le peuple. Voilà, donc je rappelle la conférence de Monique Crampon du 25 mai, qui va venir se placer dans la suite de la mienne. Et puis, puisqu'on est dans les annonces, le 6 avril, nous allons, alors là ce n'est pas par rapport à des questions d'écrivains, quoique quand même, nous allons projeter un documentaire, ça va être l'avant-première d'un documentaire qui s'appelle « Aux racines de Schlancheron », qui a été réalisé par Pierre Verdès pour le compte de l'Agence régionale de la langue picarde, et qui retrace l'histoire de Schlancheron. C'est le 6 avril à 14h30, c'est 14h30, je sais plus, 15h, pardon. 15h au cinéma Le Rex à Abbeville. Voilà, donc des flyers, j'en ai quelques-uns, sinon il y en a en bas à l'entrée. Donc je peux maintenant commencer, je vais remercier tout le monde, j'ai oublié personne, et puis je remercie la présidente d'être présente aujourd'hui, d'être venue m'écouter, et je l'ai soulagée. Et je ne l'ai pas obligée à parler picard. Non plus. Et je ne vous ai même pas parlé picard. Alors donc, voilà l'air qu'on entend. L'air reste dans les têtes, mais Desrousseaux est oublié. Verlaine, durant la conférence qu'il a tenue à Paris pour les Rosati le 29 mars 1894 sur les poètes du Nord, donc les Rosati de Paris cette fois-ci, donc qualifiait le petit Quinquin d'œuvre qui était sûre de teinter dans la postérité. Et il qualifiait l'œuvre de Desrousseaux d'œuvre universelle. Il a abordé un certain nombre de poètes du nord de la France, on parle des Borvalmois aussi. Mais Desrousseaux tient une place particulière. On sait aussi que Verlaine était très attentif au patois du Nord. Il était sensible au patois, puisque sa mère était originaire de Fampoux, près d'Arras, et sa mère habitait à Arras. Donc c'est une conférence de Verlaine qui a été publiée en 2019 chez Gallimard,
Et quand on lit sa conférence, c'est également intéressant de noter qu'il désigne le Nord comme, je le cite, le pays du bien, du vif, du cru. Cru, quelque chose de pas cuit. Hein, face au Midi, toujours cuit. Et quand on s'intéresse aux Rosati, quand on s'intéresse à cette littérature septentrionale, on se rend compte assez vite qu'il y a une opposition entre littérature septentrionale et littérature méridionale. Et je pense qu'il y a un lien avec Frédéric Mistral, l'auteur provençal, qui a écrit Mireille en 1850 et qui a eu le prix Nobel en 1902-1904 pour ce texte, et qui a rayonné sur la France, vraiment. Voilà. Et donc on sent une petite opposition entre nord-sud, hein, qui se développe après encore un peu plus dans les années 30. Donc aujourd'hui, le nom de Desrousseaux ne parle plus à grand monde, alors que le petit quinquin, on l'entend encore. Desrousseaux, je voulais vous dire aussi qu'en ayant travaillé un peu sur lui dans le cadre de cette conférence, alors je dis que je n'ai fait que de la compilation, j'ai quand même un peu cherché. Hein. J'ai vérifié des dates, par exemple, j'ai cherché son date de naissance. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a des petites choses qui n'étaient pas tout à fait exactes dans le travail de Pierre Art. Desrousseaux, c'est un personnage qui est sympathique et qui est attachant. C'est un personnage qui a vraiment de la compassion pour les petites gens, dont il est issu, et qui reste proche du peuple, qui ne cherche pas à s'en éloigner, et qui a une vraie attention pour le petit peuple, et ça va se retrouver aussi dans son attachement, dans ses orientations politiques, même si elles ne sont jamais très claires. Les 200 ans de Desrousseaux sont passés quasi inaperçus. Alors, c'est pas tombé au bon moment, puisque c'est tombé en 2020. Le Covid, je suis d'accord. Mais néanmoins, je le sais parce que je connais des personnes qui pouvaient me renseigner là-dessus, la mairie n'avait pas prévu de budget. Donc la célébration de Desrousseaux devait se limiter à quelques petits événements à la bibliothèque. Alors quand on regarde ce qui s'est passé 50 ans plus tôt, quand Lille confiait à Léopold Simons, le grand patoisant lillois, celui qui a animé des émissions de télévision, qui a fait du cinéma, qui a fait beaucoup de radio. Simons a été une célébrité dans les années, entre les années 30 et les années 60. Simons a été une célébrité des médias de l'époque. Donc en confiant à Simons le soin de célébrer Desrousseaux, c'était mettre en valeur cet auteur. Et Simons a fait effectivement un certain nombre d'événements autour de Desrousseaux. On peut dire que 50 ans plus tard, il ne se passe rien, quasiment. Et que le nom de Desrousseaux est inconnu. Je veux dire, demander aujourd'hui à des personnes qui est Alexandre Desrousseaux, ils ne savent pas. Le petit quinquin est encore l'air, oui, on ne sait plus qui l'a écrit. On verra aussi que, si on arrive jusque-là, que les 150 ans du petit quinquin, les 100 ans, pardon, du petit quinquin, avaient donné lieu à une visite à l'Élysée du fils de Desrousseaux. Avait donné lieu à une visite à l'Élysée, à une réception. Il y a des images, hein, Dina, que je pourrais vous montrer peut-être. On voit Mademoiselle d'Armentières, c'est Line Renaud. Voilà, on voit Line Renaud avec un enfant en train de chanter le petit quinquin. Et il y a une vraie importance, c'est célébré nationalement. Les 100 ans du petit quinquin, les 150 ans n'ont pas été célébrés, quasiment. Donc on est vraiment dans un effacement de la mémoire de Desrousseaux. L'île au début du XIXe siècle, c'est une ville de 70 000 habitants, qui est encore entourée de ses remparts. Les remparts vont disparaître un peu plus tard, l'île va s'agrandir, un peu comme Paris, l'île va absorber des communes environnantes. C'est une municipalité plutôt libérale et sociale, qui va prendre des mesures anticléricales. On verra que chez Desrousseaux, il y a très peu de présence de la religion et de l'Église, dans une époque où la religion est quand même encore extrêmement présente. Alors, par exemple, la municipalité va arrêter de subventionner les processions, et puis va arrêter de subventionner les écoles les frères des écoles chrétiennes. Les édiles lilloises sont pour la plupart des négociants ou des fabricants, des industriels, qui sont porteurs d'une idéologie libérale, plutôt voltairienne, et la plupart sont francs-maçons. C'est important par rapport à Desrousseaux. Voilà, je donne le contexte, et Desrousseaux s'inscrit bien dans ce contexte. C'est une ville industrielle, 85% des travailleurs lillois sont employés dans le textile.
C'est une ville qui est frappée par la misère et les crises. Entre 1800 et 1849, durant 17 années sur ce créneau de 50 ans, il y a plus de décès que de naissances, avec surtout une très forte mortalité enfantine. Qui est Alexandre Desrousseaux? Donc il est né le 1er juin 1820 dans le quartier Saint-Sauveur de Lille, qui est un quartier aujourd'hui disparu. Voilà son acte de naissance. On constate que son père s'est signé. La plupart des Lillois, je crois les 4/5e, ne savent pas signer à ce moment-là. Son père s'appelle François. Il est né à Lille en 1774 et il a fait 12 ans de service sous Napoléon. Il a participé aux campagnes d'Italie et de Vendée. De retour à Lille, il s'est établi comme passementier. Alors, je vais vous faire défiler un peu mon PowerPoint. Hein. Donc, le quartier Saint-Sauveur, alors ça, c'est une carte de Lille d'aujourd'hui, hein, évidemment. Hein. C'est une carte, c'est du Google Maps, hein, je crois. Mais je vais vous en montrer plusieurs pour voir comment Desrousseaux va bouger dans l'île. La progression sociale de Desrousseaux. Voilà le quartier Saint-Sauveur, à quoi il ressemble aujourd'hui. C'est un quartier qui a été rasé dans les années 60, pour des raisons d'insalubrité, aussi à une époque où le modernisme architectural était triomphant. On rasait, et on construisait des immeubles, des bars. C'est tout à fait ça. Hein. On est vraiment dans cette logique-là du Lille moderne. On y est peut-être encore un peu d'ailleurs. La maison natale de Desrousseaux, qui a été rasée dans les années 60, en même temps que le quartier. Donc le père passementier, qui avait épousé en 1803 ou 1804, alors j'ai trouvé les deux dates, je ne suis pas allé vérifier, je n'ai pas essayé de chercher l'acte de mariage, Jeanne van der Vink, beaucoup de noms flamands autour de Desrousseaux, une dentelière qui était née en 1785. La dentelière, petit quinquin. Alors, grâce au travail d'Éric Lemaire, on sait que le père de Desrousseaux savait lire et écrire, et qu'il avait reçu une éducation à l'armée. Il était devenu sergent tambour-major, musicien. On le désigne comme violonneux. Alors, un violonneux, à l'époque, c'est un violoniste, évidemment, mais qui joue de la musique traditionnelle. Et par contre, c'est un musicien qui n'a pas eu d'éducation musicale, hein, qui joue à l'oreille. Donc François Desrousseaux jouait dans les bars, et on dit à l'époque qu'il manoquait. Manoquer, c'est avoir un deuxième travail, avoir une activité professionnelle, enfin, arrondir les fins de mois, comme on dirait aujourd'hui. Et donc lui, il jouait dans les bals. Il a emmené son fils dans les bals, et donc le fils a très vite été associé au travail, enfin à la musique de son père, et ça n'a pas été sans l'influencer. Alors j'ai pas retrouvé l'acte de décès ni du père ni de la mère, ce qui laisse un certain flou sur le devenir de la famille. On ne sait pas bien ce que sont devenus les Desrousseaux. On a les dates de décès, hein, ils sont cités, mais je n'ai pas trouvé les sources. Hein, j'ai essayé de vérifier les sources. Sur un site de généalogie, j'ai trouvé que le couple avait 8 enfants, dont au moins une fille, qui s'appelait Pauline Caroline Aimée, et Éric Lemaire fait remarquer que ce sont les noms des sœurs de Napoléon. Et probablement qu'il y a un sentiment assez pro-bonapartiste dans cette famille, fort probablement. D'ailleurs, l'île a été plutôt bonapartiste, mais anti-napoléonien. Le centralisme est mal vécu à Lille, était mal vécu à l'époque. Alors Alexandre Joachim est venu au monde 16 ans après le mariage de ses parents, hein, ce qui rend tout à fait crédible qu'il ait plusieurs frères et sœurs, donc je n'ai pas trouvé les noms, je n'ai pas de traces de ça. Là également, il y a une recherche. Vous les avez, les noms des frères et sœurs? Voilà, moi je ne les ai pas trouvés, après je n'ai pas non plus cherché pendant des heures, hein. Je vous le dis. Mais c'est quelque chose qui n'est pas mis en avant par les historiens. Et je ne sais pas non plus de quel est le rang de Desrousseaux. Je pense que c'est un des derniers enfants, il me semble. À 6 ans, il est mis en apprentissage chez Wilmot, hein, un tisseur, qui va lui apprendre à lire, à écrire, hein, des dentelières à Bailleul, un tisseur.
À la mort de Wilmot, qui est peut-être mort d'une épidémie de choléra en 1832, Desrousseaux va entrer dans une fabrique d'indiennes. Donc les indiennes sont des tissus peints ou imprimés, hein, dont l'importation avait été interdite au XVIIe siècle et qui ont été fabriqués en Europe. Puis il a été embauché chez un tailleur qui s'appelle Brunel, et là il va bouger géographiquement. Il va se trouver rue des Jardins. Donc il va changer de quartier au moins professionnellement. Alors Brunel avait une particularité, et c'est vraiment important de le souligner. Brunel était un ancien souffleur du théâtre de Lille. Et il chantait à longueur de journée, c'est ce que dit Desrousseaux, des airs de chansonniers de l'époque, et notamment de Béranger. Donc Béranger est fondamental, on retrouve souvent Béranger chez les auteurs du 19e, comme référence, comme influence. Mais aussi de François Cotigny, dit Brûle-Maison. Donc Béranger en français, mais François Cotigny, dit Brûle-Maison, et il y a une rue Brûle-Maison à Lille, hein, qui était un chansonnier du début du XVIIIe siècle, qui aurait attiré le public en montant sur un tabouret et en brûlant de maison en papier, Brûle-Maison, a eu vraiment une grande notoriété. Et par exemple, qui a dépassé Lille, puisque par exemple Emmanuel Bourgeois, le canchon de Larigny, c'est Brûle-Maison qui l'a écrite en vérité. Hein, Bourgeois a récupéré une chanson de Brûle-Maison. Je ne sais pas si Bourgeois était au courant, mais en tout cas, Brûle-Maison a été le chansonnier, un peu comme Béranger, qui a alimenté la chanson populaire du XVIIIe puis du XIXe siècle. Alors le principe de Brûle-Maison, c'était de se moquer des Tourquenois, hein, de les faire passer pour des abrutis finis. Ils s'en moquaient tout le temps. C'est assez cruel. Hein. Desrousseaux n'a pas du tout cet aspect-là. Desrousseaux ne se moque pas. Desrousseaux n'est pas cruel. Desrousseaux a de la tendresse pour les gens. Il va suivre des cours de solfège, Desrousseaux, qui sont des cours dispensés au Conservatoire de Lille. À cette époque-là, il a 17 ans, il est toujours domicilié chez ses parents. 37 cours Jeannette à Vache. Dans le petit quinquin, vous aurez Jeannette à Vac, hein, qui correspond au 76 de la rue Saint-Sauveur. Donc là, j'ai trouvé, en cherchant un peu quelques photos des courées de Lille. Alors, qu'est-ce qu'une courée? Une courée, donc, c'est une espèce de petite rue qui se trouve perpendiculairement à deux rues principales. Donc c'est une sorte de mini-rue, une sorte de ruelle, au milieu de laquelle il y a des maisons qui forment une cour. Donc il n'y a pas d'évacuation d'eau, sinon qu'au milieu de la ruelle, pas de lumière, pas d'air. Donc c'est là où les plus pauvres habitent, et là où les plus pauvres s'entassent. Donc ces courées sont vraiment d'une triste réputation. Victor Hugo, alors je vais vous lire un petit extrait de Victor Hugo, a écrit un discours pour l'Assemblée nationale à son retour d'une visite à Lille. Alors c'est un discours qu'il a écrit mais qu'il n'a pas prononcé. Figurez-vous ces cours qu'ils appellent des courettes, resserrées entre de hautes masures, sombres, humides, glaciales, méphitiques, pleines de miasmes stagnants, encombrées d'immondices, les fosses d'aisance à côté des puits. Figurez-vous ces maisons, ces masures habitées du haut en bas jusque sous terre, les eaux croupissantes filtrant à travers les pavés dans ces tanières où il y a des créatures humaines. Quelquefois jusqu'à 10 familles dans une masure, jusqu'à 10 personnes dans une chambre, jusqu'à 5 ou 6 dans un lit, les âges et les sexes mêlés. Voilà l'environnement du petit quinquin. C'est pas rigolo du tout, le petit quinquin. Mais c'est pas triste. Voilà. À 17 ans, Desrousseaux va participer à un carnaval de Lille. Il va monter sur un char et il va interpréter un texte qu'il a écrit qui s'appelle « Le spectacle gratis ». Alors ça raconte l'histoire de Lillois, de braves Lillois qui veulent aller voir un spectacle gratuit et à qui il arrive des mésaventures. Donc son interprétation va rencontrer un vif succès, parce que Desrousseaux est un homme de scène. Il a écrit le texte, mais il n'a pas écrit la musique. Il écrit sur l'air de, comme beaucoup à l'époque. Là, en l'occurrence, c'est l'air de Madame Grégoire, et l'air de Madame Grégoire, c'est un air composé par Béranger. En 1838, il va écrire ses premiers vers
en français, et c'est une chanson grivoise. C'est un peu une exception dans son œuvre. Mais il va toujours la même année publier un premier recueil qui va comporter 4 chansons en patois de Lille sur le thème du carnaval. Et il va interpréter ces chansons en s'habillant en Brune-Maison. François Cotigny, Brune-Maison. Il y a un héritage, une parenté entre Desrousseaux et Cotigny. Les petits recueils se vendent bien. En 1939, il va publier un second recueil de chansons, toujours autour du carnaval. Alors ces recueils sont financés par ses amis. On fait une souscription pour qu'il puisse les éditer. Et il est connu comme interprète. Alors tout ça, ça lui amène un succès certain qui ne sera pas sans importance pour la suite. Il va adhérer en 1841 à la société de Béranger, qui est fondée par Alphonse Bianchi, je ne sais pas comment, je pense qu'on doit dire Bianchi. C'est un démocrate, et ça sera un futur maire de Lille, Bianchi. Alors la société de Béranger va imprimer un recueil qui comprend plusieurs textes en français, dont des textes de Desrousseaux. Et là, Desrousseaux va hésiter entre écrire en français, à la Béranger, ou écrire en patois, à la Cotigny. Et il va choisir donc, vous en doutez, d'écrire en patois. Et son choix du Picard, ça illustre bien son engagement à s'inscrire dans une tradition populaire. Et il est l'héritier de Cotigny. En 1841, c'est l'âge du service militaire, il a 21 ans, il va tirer un mauvais numéro, puisqu'à l'époque, il y a un tirage au sort. Et selon le numéro qu'on tire, on fait entre, je crois, 1 et 7 ans. Le maximum, c'est 7 ans. Et Desrousseaux va tirer un mauvais numéro, il va partir 7 ans. Il n'a pas les moyens de se faire remplacer par quelqu'un, un autre garçon plus pauvre que lui. Et donc, il va voyager. Donc, il va d'abord être à Lille, dans l'infanterie, puis à Caen, à Paris, en Vendée. Et il va être nommé musicien clarinettiste à l'armée. Et c'est lui qui va enseigner le solfège aux enfants de troupe, ainsi qu'aux autres soldats musiciens. Donc, sa connaissance de la musique est établie. Il va animer des bals, hors caserne, bien sûr. Il va être libéré pour bonne conduite en 1847, donc il ne va pas faire 7 ans, mais 6 ans. Il revient donc à Lille, son père est décédé, il soutient de famille, et donc il va devoir travailler pour aider la famille. C'est la crise depuis 1846, les salaires vont même baisser, alors que le prix du pain va augmenter. Il y a beaucoup de, quand on s'intéresse à l'histoire de Lille à cette époque-là, il y a beaucoup de remous. Il y a des manifestations, alors que le Lillois n'est pas naturellement quelqu'un qui manifeste. Et en 1848, Desrousseaux va rentrer à la manufacture des tabacs sur un poste qui le paye très peu. Il va gagner moins qu'un ouvrier. Il va penser à quitter Lille pour Paris à ce moment-là. Un peu par désespoir, la vie ne progresse pas. Il est coincé dans sa cour Jeannette à Vache. Il ne gagne pas sa vie. C'est quelqu'un qui a des compétences, qui est intelligent. Donc il va émettre l'idée de partir pour Paris, ou peut-être en tant que chansonnier, il aurait plus de chance. Et là, il va être invité par le Cercle lyrique de Lille à venir interpréter le spectacle gratis lors d'une soirée. Alors le spectacle gratis, je vous dis, c'était la chanson de carnaval qui l'avait rendu célèbre. Et là, ça va plaire et il va être réinvité. Et donc, on va même lui proposer d'interpréter un opéra. Alors, j'ai oublié de faire défiler un peu mon PowerPoint. Les cabarets lillois de l'époque. Le cabaret est une sociabilité importante. Tout le monde va au cabaret. Il y a, je crois, un cabaret pour 60 habitants à Lille à cette époque. Oui, mais c'est la seconde maison. La maison n'est pas vivable. Quand on est à 5 ou 6 par lit, on va au cabaret. Voilà. Et dans les cabarets, il y a même des endroits pour changer les enfants. Toute la famille va au cabaret. Et c'est là où on peut se reposer, se divertir, se changer les idées après des journées qui durent quand même 12 heures, 6 jours par semaine. C'est la soupape aussi, le cabaret. Et puis c'est une sociabilité du Nord, le cabaret, ça fait partie aussi d'une tradition. Je reviens à mon cercle lyrique, on lui propose de chanter un air d'opéra, donc on apprend que Desrousseaux était aussi chanteur d'opéra. Philippe Lemaire nous dit qu'il était baryton, je crois. Et on va lui commander, alors il va chanter un... Et là, si je vous montre ça, parce que ça va toujours dans l'idée que Desrousseaux était quelqu'un de gauche, quelqu'un qui était favorable aux idées progressistes, aux idées de la Révolution, aux idées bonapartistes, qui s'inscrit quand même dans la suite de la Révolution. Il a chanté donc un opéra qui s'appelle Joseph,
de Nicolas Méhul. Et Nicolas Méhul a écrit beaucoup de chants patriotiques, beaucoup de chants pro-républicains. Donc on lui commande une chanson. Je ne vais pas vous faire écouter Nicolas Méhul, je pense que ça va faire un peu trop long ma conférence sinon. Donc on lui commande une chanson par semaine dans ce cercle lyrique, à condition qu'il ne parle pas de politique. Donc engagé politiquement, mais je n'en parle pas. Ça restera... On devine, il y a une couleur politique chez Desrousseaux, mais elle n'est pas exprimée clairement. Il va à ce moment-là publier le premier volume de chansons et pasquilles lilloises, qui est, encore une fois, un recueil de ses chansons. 22 chansons, dont 18 reprises. Alors, ce petit bouquin, il se trouve qu'on l'a acheté il n'y a pas longtemps à l'agence. C'est une édition originale. Donc, voilà, bon, je l'ai ici. C'est le genre de petit livre dont il s'agit. Première édition rapidement épuisée, réédité, et tirage en hausse régulièrement. Desrousseaux a son public. Et cette tradition de publication de chansons, de ses chansons et de ses pasquilles, je reviendrai après sur la pasquille, va jamais se démentir jusqu'à la fin de sa vie. Ça va être constamment réédité. Donc quand on cherche un peu sur Internet, on voit que c'était réédité dans les années 1880, il y a encore les chansons et pasquilles qui passent. Et il va y avoir de plus en plus de tomes et de volumes. En 1849, sa vie va commencer à changer un peu. Il va devenir surnuméraire au Mont-de-Piété. Le Mont-de-Piété, dans le petit quinquin, je dirais dégagé d'un biosarreau. Je l'avais mis en gage pour Sarreau, je dirais le dégager. Donc il va encore être là aussi confronté à la misère des ouvriers qui viennent mettre leurs vêtements en gage en début de semaine et qu'ils récupèrent en fin de semaine quand ils ont eu leur paye. Il va acquérir son indépendance à travers ce travail et il va s'installer rue de la Clé. La situation de la rue de la Clé, c'est dans le Vieux-Lille, on approche du Vieux-Lille, donc il change de quartier. Il va devenir soliste au sein du cercle lyrique. Il va donner de nombreux concerts jusqu'à quasiment la fin de sa vie. Donc Desrousseaux est un homme de scène. Ce n'est pas un écrivain, ce n'est pas qu'un écrivain. Là, il y aura une différence avec Édouard de Lille quand même, importante. En 1850, Arthur Gentil Descamps, un adjoint au maire de Lille, qui a lu les recueils de chansons de Desrousseaux, ce chanson pasquille lilloise, va craindre que le chansonnier ne quitte la ville, et il va le faire entrer au comptoir national d'escompte. Puis, Desrousseaux, toujours grâce à Gentil Descamps, alors là il y a des correspondances qu'Éric Lemaire cite, Desrousseaux va postuler pour un autre emploi au bureau d'état civil et des contributions, et on va le prendre. Et là, il va rentrer dans une carrière administrative, une carrière de fonctionnaire qui va lui assurer des moyens de subsistance corrects. Il va être à l'abri du besoin. Donc il va quitter le monde ouvrier, d'où il vient, dans lequel il a d'ailleurs travaillé, et pour intégrer celui des employés. En 1953, il est nommé sous-chef de bureau des contributions directes. Il va s'installer rue de la Grande Chaussée. Voilà, je vous montre photo de l'époque, enfin l'époque, quand il est un peu plus âgé. La rue de la Grande Chaussée, et là on voit bien qu'on n'est plus dans le même genre de quartier. Voilà. On devient dans un quartier beaucoup plus commerçant, beaucoup plus bourgeois, beaucoup plus riche. Alors c'est des photos d'aujourd'hui évidemment, c'est pas des photos d'époque. Et vous voyez la progression de Desrousseaux, qui part vers le nord de l'île. En 1855, il est nommé chef de bureau, et en 1873, il devient directeur de l'octroi pour la ville de Lille. Et là, il va être au sommet de sa carrière administrative. En parallèle, il va continuer de poursuivre sa carrière artistique. En 1851, il va publier donc à nouveau des chansons, 18 livraisons de 12 pages de ces chansons. En 1953, dans la 5e livraison du 2e volume, c'est un peu compliqué, mais va apparaître le petit quinquin. Et ça, cette chanson va lui amener un succès extrêmement, encore plus important que les autres, qui était déjà connu, mais ça va être vraiment le succès qui va couronner sa renommée. 100 000 exemplaires du petit quinquin seront imprimés entre 1853 et 1890. Desrousseaux meurt en 1892. C'est énorme, 100 000 exemplaires. Il va publier ensuite
un troisième volume de chansons et pasquilles lilloises. Il va se marier en 1856 avec Marie Braque, qui est 10 ans sa cadette, et c'est la fille d'un commis négociant, quelqu'un qui est un peu aisé. Le couple va s'installer chez les parents de Marie Braque, rue Le Pelletier, on est tout près de cette photo. Et la mère de l'artiste, par contre, elle, rue, va rester dans la cour Jeannette Avache. Et on ne sait pas quelle devient la mère de l'artiste. En 1861, la famille va s'agrandir, les enfants arrivent, le couple va s'installer aux rues Basses, puis dans 1865, dans un nouveau quartier de Lille, donc, qui est un quartier qui a été gagné sur les fortifications qui ont été abattues. Donc un nouveau quartier a été urbanisé, plutôt aisé, on est tout près de la préfecture. C'est la rue Jacques-Margiela aujourd'hui, pour aller vers la citadelle, vers le jardin Vauban. Donc on apprend que les Desrousseaux ont acheté une maison, enfin j'imagine que c'est monsieur, parce qu'à l'époque je ne sais pas si les dames achetaient des maisons, et propriétaire. C'est une zone cossue. Donc Desrousseaux n'était pas un négociant, pas immensément riche, mais son parcours social l'a amené à devenir classe moyenne supérieure, dirait-on aujourd'hui. En 1885, il est fait chevalier de la Légion d'honneur. Parallèlement, il commence à avoir des problèmes de santé dans les années 1860, et petit à petit, il va se retirer des sociétés dont il est membre, et il meurt d'une Légion d'honneur, chevalier de la Légion d'honneur, pour son œuvre. Desrousseaux plutôt à la fin de sa vie. Il va mourir donc le 23 novembre 1892 d'une maladie d'estomac, dit-on. Des funérailles grandioses, une foule immense, composée de tout petit peuple qui va suivre, et bien sûr, de personnalités. Entre-temps, je vous montre quelques images de ses œuvres. C'est les 5 volumes des chansons Les Pasquilles. Il a publié également Mes étrennes, un almanach chantant, petit bouquin qu'on a dans la poche. Mes passe-temps, encore une fois des chansons et des pasquilles, mais qui ne font pas partie de la même série que les autres. Les mœurs populaires de la Flandre française, ça c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant pour connaître la vie des petites gens de cette époque, les traditions. Desrousseaux a fait un travail de folkloriste également. Desrousseaux à la fin de sa vie. Et la tombe de Desrousseaux qui est au cimetière de l'île Sud. En 1892, un monument en son honneur est inauguré, qui représente la statue du petit quinquin, avec derrière le buste de Desrousseaux. Alors ce monument qui est toujours là aujourd'hui n'est pas l'original. L'original est en mairie de Lille et on attend des sous pour le restaurer. Voilà, c'est pas fait non plus. Et je reviendrai peut-être là-dessus, si on a le temps à la fin, sur l'intérêt que porte la mairie de Lille à Desrousseaux. Alors, à noter quand même la carrière importante et vraiment brillante de son fils aîné, Alexandre Braque Desrousseaux, donc, qui fut normalien, agrégé, membre de l'école française de Rome, maître de conférences à Douai puis à Lille, directeur adjoint d'école pratique des hautes études, et qui a eu une carrière politique de parlementaire SFIO, et il a même été maire de Lille. Un fils aîné qui, d'ailleurs, se faisait appeler Braque Desrousseaux. Donc il utilisait le nom de sa mère en premier, Alexandre, certainement pour éviter la confusion avec son père, je pense. Les publications de Desrousseaux. Donc, après les premiers recueils qui ont été publiés en 39, 38, 39, 40, il va publier à partir de 48 5 tomes de ces recueils des chansons. Je vous ai dit, Mes étrennes en 1859, Mes passe-temps en 1885, et puis ce qu'on sait moins, et ça j'ai trouvé ça extrêmement intéressant vraiment, beaucoup de pasquilles dans des revues, comme beaucoup d'écrivains patoisans, picardisants de l'époque, on publie en revue, et Desrousseaux ne fait pas exception à ça. Donc, dans des revues dont je cite les noms, L'Épargne du Travail, Les Saisons, Le Carillon du Nord, La Revue du Nord, Le Journal de Roubaix. Desrousseaux est également folkloriste. Il écrit des articles dans la revue des traditions populaires,
et aussi dans une autre revue qui s'appelle La Tradition, très 19e siècle, cet intérêt pour le folklore. Il va publier également un vocabulaire du patois de Lille en 1865 et une note sur l'orthographe du patois de Lille, qui est dans ce petit recueil. Le début du recueil, c'est comment est-ce qu'il faut écrire le patois. Et alors il dit beaucoup de mal de Cotigny, qui ne savait pas écrire le patois. Sauf que Cotigny s'en moquait, je pense, de la façon d'écrire. On a également un lexique. C'est franchement intéressant, il y a un vocabulaire. Donc Desrousseaux a eu aussi un intérêt sur la langue, même si ce n'était pas l'objet premier. Il n'écrivait pas en patois pour un intérêt linguistique, il écrivait en patois parce que c'était la langue des habitants de l'île. Il va aussi publier une étude sur Bout-de-Maison et il va publier une étude sur Hector Crinon. Vraiment, la liste de ses publications est vraiment, vraiment impressionnante. Là, je vous ai mis les titres des chansons qui sont dans Chansons et Pasquilles, premier volume. Son œuvre, 458 œuvres répertoriées. Desrousseaux est avant tout un auteur de chansons. 67% de ses œuvres sont des chansons. C'est ce que nous apprend Éric Lemaire. Sur ces 458 œuvres, 100 œuvres sont des pasquilles. Alors, la pasquille, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la pasquille? C'est un mot qui apparaît tout le temps. Simon s'écrit des pasquilles. Geloiteux à Tourcoing écrit des pasquilles. On trouve toujours ce mot pasquille, mais n'est jamais vraiment défini. Alors que Fernand Carton, le grand linguiste qui nous a quittés il y a 2-3 ans maintenant, Fernand, qui était un linguiste, lui, c'est un linguiste, Fernand Carton. C'était un phonéticien, mais qui avait fait une thèse secondaire sur Wateux, pas sur Wateux, pardon, sur Cotigny, sur de Cotigny. Donc, Fernand Carton est un universitaire qui était ouvert à plein de domaines, et notamment les littératures. C'était aussi un littéraire, Fernand. Donc, il définit la pasquille comme cela, un dialogue versifié à intention morale, destiné à divertir le public aux dépens d'un individu ou d'un groupe d'individus. Donc c'est une sorte de satire, la pasquille. Mais chez Desrousseaux, l'important, c'est que la pasquille va prendre le sens d'une scène dialoguée. Le dialogue est important chez Desrousseaux, la parole, tout le temps. Ou c'est un récit, et donc un récit qui est conté par un narrateur. Alors on va retrouver ce genre-là aussi plus tard chez Simons, et puis bien sûr, comme je l'ai dit, chez Bout-de-Maison. Alors en wallon, la pasquille est un texte satirique également. Un texte satirique qui s'attaque à des personnalités. Et ça devient aussi une chanson. Une chanson qui va servir à critiquer les personnalités, notamment les gouvernants. Desrousseaux va écrire sur l'île, essentiellement sur l'île, donc ce qui présente un intérêt historique, mais aussi sociologique et ethnologique. C'est une évidence. On va découvrir la ville, ses mœurs, ses traditions, notamment les traditions carnavalesques à travers beaucoup de ses textes. Sur ces 458 œuvres, 391 sont écrites en patois, en picard, soit 86%. Donc les thèmes abordés vont porter sur les sentiments, les fêtes, l'histoire, les métiers, les événements liés à l'existence, les baptêmes, les mariages, les satires, bien sûr, les festivités, les amusements, tout ce qui est du divertissement. Il n'aborde pas les questions politiques, ce qui est étonnant, parce qu'il était engagé, on sait qu'il est engagé politiquement. Et très peu la religion, l'Église n'apparaît que comme un décor. Pourtant, Desrousseaux est un républicain. Donc, depuis 1852, il est franc-maçon. Maurice Monnier, journaliste de gauche, fondateur du Cri du Nord, le décrit en 1920 à l'occasion du centenaire de sa naissance comme un démocrate laïque et socialiste. Et d'ailleurs, il prend un témoin son fils, Alexandre Braque Desrousseaux, qui était un député SFIO. Son sujet de prédilection, c'est la vie du petit peuple lillois, et il va faire surtout un travail de compilation. Alors ça, c'est le côté un peu... La critique qu'on pourrait apporter à Desrousseaux, c'est d'avoir empilé les images, et parfois ça devient un peu étouffant. Donc Desrousseaux aime le petit peuple, il n'est jamais cruel avec lui, parce que aussi ces textes sont destinés au peuple. Son public, on ne peut pas critiquer un public dont il fait partie, dont il a fait partie. Il emmène ses enfants, d'ailleurs, dans les quartiers ouvriers, d'où il vient. Il n'a jamais rompu avec ces quartiers ouvriers. Et
il va écrire pour ses ouvriers, pour ces Lillois qui font la ville de Lille. Alors la gaieté de son écriture, parce que c'est gai des Rousseau. Rousseau, c'est un homme de carnaval, c'est un homme de spectacle. C'est un peu contradictoire avec la hantise de la perte qui s'exprime aussi chez lui. D'un côté, il y a le folkloriste, et de l'autre côté, il y a l'amuseur. Il y a une certaine contradiction entre les deux. Donc des Rousseau, c'est un homme joyeux, et puis ce qu'il écrit, c'est vif et enlevé, même s'il y a toujours un petit voile de mélancolie qui vient perturber la scène, et puis qui vient brouiller le tableau. Je ne vais pas vous montrer beaucoup de textes, je vais vite aller sur le petit quinquin, mais je voulais vous montrer César Fiqueux ou le Gasconneux, qui a été d'ailleurs repris dans La forêt invisible, qui est un texte qui va exprimer à la fois l'énergie, la combativité de Desrousseaux, et puis qui affirme en même temps cette fierté, cette revendication d'une identité lilloise dont les Lillois sont fiers, à laquelle les Lillois sont attachés. Donc César Fiqueux, le Gasconneux, c'est un texte qui va mettre en rapport le français et le picard, et le patois de Lille, et qui va les opposer. Alors c'est une chanson, alors je ne chanterai pas, de toute façon, je ne suis pas musicologue, je ne suis pas musicien du tout. César Fiqueux ou le Gasconneux. Alors un Gasconneux, c'est un... baratineur. Voilà, merci Madame Crampon. Un baratineur. Effectivement, c'est quelqu'un qui se vante, qui essaye de bien parler et qui est un peu prétentieux. Donc, c'est un dialogue entre un amoureux, une amoureuse, enfin une amoureuse qui se plaint de son amoureux, qui m'a demandé un mariage, mais qui fait un effort, qui veut absolument parler français. Alors, c'est une chanson qui est particulièrement énergique, et cette énergie, elle est renforcée par le fait que ce soit une femme qui parle, et qui exprime une exaspération. Et cette exaspération est entendue par la famille, par les personnes qui sont dans l'entourage de cette femme. C'est une femme qui n'est pas soumise, elle pose ses conditions pour offrir son cœur, il faut que l'amoureux parle comme elle. Alors, on parle platio. Platio, on ne parle pas patois, on parle platio. Je ne sais pas si les personnes sont germanistes, mais le plat, c'est le dialecte, c'est comme ça qu'on appelle ça aussi sur l'île. Donc il faut parler platio pour pouvoir avoir le cœur de la dame, et il faut respecter son identité linguistique. César Fiqueux m'a demandé un mariage, et je ne sais point si je dois lui dire « ah oui », car à Paris, il a fait un voyage. Et depuis ce temps-là, il ne parle plus comme lui. Des bio monsieur, il imite le langage. Il a tant d'esprit. Je ne comprends plus rien de chien qui dit. Le refrain. Mon duc est ennuyeux à un amoureux qui se gasconne. Et je ne connais personne plus gasconneux que César Fiqueux. Je n'ai pas mis tout le texte. Pourrait que mette, il prononce écumoire. Il dit pigeon en parlant d'un coulot. Mais bien plus fort. Averse au lieu d'aquaire. Pleuvoir à Dicadac, peut-être certains connaissent cette expression. Pleuvoir à Dac, non, c'est pas. Dans le Nord, c'est très connu. Je suis désolé, je suis pas de Calais. Il pleut à Dac, je l'ai entendu toute mon enfance. Voilà. Donc un d'aquaire, bah oui, c'est quand il pleut énormément. C'est pas une drache. Pour lui, moineau, chez chacun appelle mouchon. Un fin glissoire au lieu de dégrioloir. Dégrioler, c'est glisser sur du verglas, c'est ça un dégrioloir, c'est une glissoire sur de la glace. Phrasoir pour phraseau, un rasoir. Non, pardon, c'est autre chose, phraseau. Je ne sais plus ce que c'est, phraseau. Mais aussi rasoir pour raseau. J'ai comme un corps, mais chat chez Partroubiette, il dit étui chez le français de Cafota, ne prétend-on point qu'on doit dire une chaufferette au lieu de vaclette et braisette pour quota. Quota, c'est des braises, effectivement, et la vaclette, c'est là où on fait... C'est aussi là où on fait cuire la nourriture. Il y avait une émission qui s'appelle Vaclette du mineur, c'est une sorte de tarte. Une émission s'appelle Vaclette, mais la vaclette, c'est aussi une sorte de tarte dans le Douaisis, une sorte de tarte au maroilles, si mes souvenirs sont bons. Il est quelquefois même assez malhonnête. Alors, un malhonnête, dans le sens du Nord, c'est quelqu'un de grossier. C'est quelqu'un de grossier, qui dit des grossièretés. Se permet-il point de traiter ma canaria de serin.
il n'y a pas besoin de la traduire, cette chanson, puisqu'on joue sur les deux langues. Hein. Alors c'est bien, ça se lit vite, Desrousseaux ça se lit bien et ça se lit vite, ça se comprend facilement, parce que aussi c'est écrit comme en français. C'est cruel, parce que la fille renvoie son amoureux à cause du français. Hein. Et puis c'est un texte qui est aussi intéressant, parce que c'est basé sur le parallélisme entre les deux langues, et c'est presque une démonstration de l'écart linguistique entre le français et le picard. Alors c'était peut-être pas l'objet de cette chanson, mais ça peut le devenir, ça peut montrer aussi qu'on a bien affaire à deux langues séparées. Et on a un véritable cours de picard dans cette chanson. Et puis ça fait surgir le picard en tant que langue réaliste, langue concrète, et le français à l'image d'une langue artificielle, une langue importée qu'on veut imposer, quelque chose de surfait. Ensuite, ça retourne à la raillerie. Là, on ne se moque pas de celui qui parle patois, on se moque de celui qui parle français. Donc il y a aussi un retournement des valeurs, ce qui est étonnant pour un texte du XIXe siècle. Or c'est un texte qui certainement devait être jubilatoire pour les auditeurs, qui se vengeaient de ceux qui venaient leur faire la morale et de ceux qui se moquaient d'eux parce qu'ils parlaient patois. Et en même temps, on reste dans l'humour. C'est un texte qui reste léger, c'est pas un texte lourd. Le Petit Quinquin. Donc le Petit Quinquin va être interprété pour la première fois le 12 novembre 1853, ou peut-être le 13, dans un estaminet lillois qui s'appelle À la ville d'Ostende. Voilà. La partition du Petit Quinquin, on la trouve sur le site de la BM de Lille, donc Nathalie Pfister qui a fait tout ce travail. La rue de Gand, où se trouve l'estaminet à la ville d'Ostende, alors photo d'aujourd'hui encore une fois, mais la rue n'a pas changé. Cette rue, elle est certainement comme ce que Desrousseaux a connu. Et puis, bizarrement, il va accompagner sa prestation, c'est la première fois que la chanson va être chantée, Desrousseaux va s'accompagner d'une poupée. Et cette poupée, on l'a retrouvée. Oui, on l'a retrouvée il n'y a pas longtemps. Alors on appelle ça une catou, en patois lillois, en picard de Lille. Et c'est une poupée qui appartenait à la tenancière de l'estaminet. Et ça a été retrouvé par Vincent Ladenne dans les fonds patrimoniaux du musée de l'Hospice Comtesse, à l'occasion d'une exposition sur les marionnettes. Et on a retrouvé cette poupée, donc ça a donné lieu à un article dans le Revue du Nord. Je suis allé chercher la photo. Si vous la mettez en ligne, attention, là on est entre nous. Éric Lemaire parle d'un mimodrame. Donc Desrousseaux va jouer sa chanson. Alors, le succès de cette chanson, ça tient certainement au fait que ça évoque l'âme lilloise. Desrousseaux pose le décor dans son quartier Saint-Sauveur, notamment dans la cour Jeannette-à-Vache. Il y a une dentelière qui va chercher à endormir Saint Narcisse. Et Narcisse l'empêche de travailler, l'empêche d'accomplir son métier. Et c'est le prétexte à une évocation cruelle et réaliste aussi de la condition précaire des ouvriers lillois. Tout en contrebalançant un tableau qui n'est pas marrant quand même. Les pauvres, la dentelière, elle a du mal, elle est démunie. Mais malgré tout, il y a une autre évocation dans la chanson, c'est celle des distractions et de la gaieté des ouvriers. Ça, c'est les marionnettes. Elle sort de chez elle, elle sort du taudis dans lequel elle habite. Donc on a un mélange de rire et de larmes. C'est une chanson qui évoque des femmes, des hommes, pas beaucoup, mais aussi des saints, Saint-Nicolas, des animaux, le baudet, le baudet comme on dirait ici, et des objets. Alors apparemment, Desrousseaux aurait été témoin de cette scène d'une dentelière qui cherche à endormir son enfant lors d'une visite à sa mère, qui habitait toujours dans la cour Jeannette-à-Vache, et il aurait transcrit cette scène, il l'aurait développée. Autre chose importante pour cette chanson, c'est qu'il va en composer l'air. Jusque-là, Desrousseaux écrivait sur l'air 2 de Béranger. Là, il ne trouve pas d'air qui corresponde à son texte, et il va le composer lui-même. Ce qui va aussi certainement en faire participer à son succès. Qu'est-ce qu'un quinquin? Bonne question. Qu'un quinquin. Alors un quinquin, c'est évidemment un petit enfant. Ça, c'est évident.
Alors, quand on regarde les dictionnaires de l'époque, je ne vais pas vous embêter longtemps avec ça, mais en 1857, Pierre Legrand, dont je ne sais pas grand-chose, je dois vous l'avouer, publie un dictionnaire du patois de Lille. Par contre, j'ai le dictionnaire. Et il donne comme définition de quinquin, nom d'amitié donné à un enfant gâté. Autre dictionnaire, un peu plus récent, enfin pas beaucoup, 1867, dictionnaire du patois de la Flandre française, publié par Louis Vermès, traduit quinquin par mot enfantin, signifiant mon petit amour, mon petit chéri. Concernant l'origine de ce mot, alors il y a plusieurs versions. Ça pourrait être un mot flamand, rapproché de Manneken, de petit homme, Manneken, comme à Bruxelles, le Manneken Pis. Le mot a donné mannequin en français, Manneken, mannequin. Alors c'est l'étymologie que donne Léopold Simons lors des 150 ans de la naissance de Desrousseaux. Il y a un petit extrait INA où il explique ça. Il dit que ça vient du néerlandais kind, quinquin. Fernand Carton donne une autre étymologie. Fernand Carton dit que le mot est à rapprocher du français coquin. Voilà. Autre étymologie. Je ne sais pas quelle est les étymologies. Il faut souvent être très prudent avec les étymologies. En Rouchy, je suis allé regarder un peu les histoires de Rouchy. Quinquin, ça désigne à la fois, alors Rouchy c'est le Picard parlé dans la région de Valenciennes, hein, j'oublie de préciser. On va trouver quinquin qui signifie à la fois un petit enfant et une poupée. C'est assez cohérent. Hein. Écart, dans son dictionnaire Rouchy français de 1834, donne quinquin, qu'il écrit Cayenne, comme petit coquin. Et il dit c'est un mot enfantin. Voilà, je n'ai pas de vérité à vous apporter, mais des éléments d'étymologie qui sont assez cohérents quand même. En tout cas, c'est bien un mot qui est du nord de la France. Je ne sais pas si je vous le fais écouter. On va peut-être l'écouter dans sa version originale. Chantée comme Desrousseaux l'a écrit, parce qu'on verra peut-être que tout le monde ne le chante pas pareil. Et que peu le chantent comme il a été écrit réellement. Et là, c'est la chorale d'Éric Lemaire, je reviens sur Éric Lemaire, qui a fait sa thèse sur Desrousseaux, en tant que musicologue. Et lui, il a fait chanter le quinquin exactement comme Desrousseaux l'a écrit. Alors je vous passe ça, si j'arrive à le lancer.
Voilà, parce que ça dure un peu longtemps. Je voudrais quand même aborder le texte. Alors, c'est une prière qui est adressée à un petit enfant de bien vouloir s'endormir. Vous l'aviez compris, dorme un petit quinquin, un petit pouchin, un gros rougin, te me feras du chagrin si tu ne dors point, je calme. Les mots sont tendres, c'est plein de tendresse. On s'adresse à un petit quinquin et tout de suite on suit par d'autres expressions de tendresse. Un petit pouchin, un petit poussin, un gros rougin, un gros raisin. C'est une expression affectueuse destinée aux enfants. Et on sent bien l'affection que Desrousseaux portait au petit peuple à travers ces mots. C'est des mots d'amour pour le petit peuple lillois. Et aussi tout son talent à rendre l'amour d'une mère pour son enfant. Mais on peut peut-être aussi tout de suite voir une sorte de culpabilisation de l'enfant qui va faire de la peine à sa mère si elle ne le laisse pas travailler. Peut-être que cette culpabilisation est même peut-être initiale. Est-ce que le quinquin a bien été désiré? Je pose la question. Voilà. Parce que quelque chose qui m'a marqué dans cette chanson, c'est l'absence totale du père. Alors que chez Édouard David, il y a un père. Il n'y a pas d'homme dans cette chanson, à part le marionnettiste. Et le marionnettiste, il n'est pas sympathique. Ainsi, l'autre jour, un pauvre d'Intelière, un ami clotant, donc en berçant, caressant, non. C'est un petit garçon qui, pour Drocador, ne fait jouer que de Brère. Brère, tout le monde comprend, pleurer, tâchot de l'endormir par un canchon, les 10 jours. Il lui disait, les 10 jours, cette prononciation, les Z entre les S intervocaliques dans le nord, surtout ce qu'on je. Néglige, kémige, dijo, féjo. T'auras, maintara, du pain, n'épice. Ah oui, j'ai quelque chose que je ne vous ai pas montré. Une féjo brère. Qui depuis 3 quarts d'heure une féjo brère. Les chanteurs actuels ne le chantent pas comme ça. Ils disent, et depuis 3 quarts d'heure, ne fait jour que de brère, que de pleurer. Voilà, ça c'est une... On écoutera, si on a le temps, peut-être d'autres versions. C'est pas tout à fait le texte, le même texte qui est chanté. Le texte des Rousseau n'est plus chanté tel qu'il a été écrit. Matara du pain n'épice, là également, mais pas du pain d'épices. Alors du pain en épices. Du chukagogo, si t'es sage et que te fait dodo. Le premier couplet donc, nous en apprend davantage sur les personnages. Donc une tentelière pauvre, comme la mère de Desrousseaux qui berce son enfant, le dodeline, et l'enfant n'arrête pas de pleurer. Donc elle cherche à l'endormir par une canchon, tâchot de l'endormir par une canchon, mais c'est quoi cette chanson? On ne le sait pas, parce que c'est ce qu'on est en train d'écouter. On est dans une mise en abîme. Et puis on retrouve ici un des aspects un peu étouffants, accumulatifs de Desrousseaux. On promet à l'enfant de l'étouffer avec du pain d'épices, du chukagogo. Et ça se retrouve souvent dans la chanson. On va nourrir l'enfant. Donc la mère nourricière promet des sucreries, promet de le gaver. Et à gogo, ça vient de goguer, terme qu'on n'utilise plus aujourd'hui, qui veut dire se gaver. Deuxième couplet, si tu me laisses faire une bonne semaine, j'irai dégager d'un vieux sarrau. Le sarrau, c'est un vêtement, c'est un mot français, il me semble. T'as pas de talon de drap, t'as un gilet de laine, comme un petit milord, tu seras faro, tu seras bien habillé, tu seras chic. Je t'accatterai le jour de le Ducasse, un porrichinelle. Alors la Ducasse, la fête foraine, vient de dédicace, à la base c'est une fête religieuse. Un porrichinelle cocasse. Porrichinelle, ici, n'a peut-être pas le sens de polichinelle, a peut-être le sens de marionnette simplement, de petite marionnette pour enfants. Un turlututu, un pipeau, turlututu, pour jouer l'air du capot pointu, du chapeau pointu. Bah oui, parce que turlututu, chapeau pointu. C'est une expression plaisante. Et bien la mère repart dans des promesses encore plus enfantines. Elle veut acheter la bonne volonté du petit. On est sur des promesses de jours meilleurs, de ducasse qui va arriver, de cadeaux qui vont venir et qui vont procurer du plaisir et étourdir, faire oublier la misère dans laquelle on est. Ensuite, on va aller au théâtre de marionnettes.
Nous irons d'Alcourt, Jeannette Avac, hein, j'ai oublié les deux T. Hein. Vire les marionnettes, donc là c'est les marionnettes, mais pas pour les enfants, c'est les marionnettes qu'on joue, c'est pas les mêmes. Hein. Comme te rira quand t'entendras dire un doupe poujac, pas le porrichinelle qui parle maga, tu lui mettras d'un menotte au lieu de doupe un rond de carotte, il te dira merci, pince comme nous avons du plaisir, un double poujac, un sou, un double, doublon peut-être, une monnaie ancienne dont le nom est resté dans le patois lillois. Hein. Pas le porrichinelle qui parle maga, ben, il parle comme les enfants, il parle gaga, le porrichinelle. Dans le boulonnais, un gamin, on dit un marga, en picard, parce qu'il y a un rapport entre les deux. Maga, on ne prononce pas les R, marga, bon, qui parle comme les enfants. Desrousseaux va nous donner dans ses mœurs de fente française une description hein, des marionnettes. Hein. Donc Jacques, c'est un domestique. Jacques fait penser à Lafleur, hein, c'est un domestique, sauf que Jacques, lui, il est dévoué à son maître. Lafleur n'est pas dévoué à son maître. Hein. Et le public paye un sou pour assister à la séance, c'est le théâtre d'un sou, hein. C'est pour les pauvres, mais Jacques va solliciter, en plus, la marionnette va solliciter des dons. Et va passer à travers les enfants pour demander, avec un petit sac, pour qu'on mette quelque chose dedans. Alors ça peut être un sou en plus, mais ça peut être aussi un sucre d'orge ou une orange. Et ici, Narcisse, eh ben, il est poussé par sa mère à lui donner un rond de carotte, au lieu d'une pièce. Et ça risque de susciter la colère du propriétaire du théâtre, hein, parce que lui, il ne vient pas pour rien. Hein. Alors le rond de carotte, ça souligne la pauvreté, mais aussi la malice du tour qui va être jouée, qui va déclencher le rire. C'est destiné à faire rire. On est encore dans la promesse faite à l'enfant, mais on est aussi dans une scène de distraction populaire qu'il a vécue. Et puis il introduit Jacques Delisle dans ce couplet, hein, le valet qui parle picard et qui présente les pièces. Hein. Et si par hasard Saint-Maty se fâche, ah ben voilà l'homme de la chanson. J'ai tout à l'heure Narcisse que nous rirons. Hein. Sans en avoir envie, je prendrai mon air mâche, je prendrai mon air méchant, hein, je m'énerverai, je serai en colère, je peux semblant être en colère. Je lui dirai ça nom et ses surnoms, et bien là on a un dialogue qui s'instaure. Hein, entre le marionnettiste et la mère. Il y a un dialogue. Je lui dirai des fariboles, il m'a répondra des drôles. Alors des drôles, attention, vous le savez certainement, mais c'est un faux ami. C'est pas des choses rigolotes. C'est des choses bizarres. Il est drôle, il est bizarre. Enfin, un chacun verra deux spectacles au lieu d'un. Le spectacle sera dans la salle. Donc la mère a poussé son enfant à se jouer du marionnettiste. Alors, est-ce que c'est une vengeance, hein? Et là, elle va quitter son air aimable parce qu'elle est tout sucre, tout miel, la mère. Hein. Et puis, elle va devenir beaucoup plus agressive. Hein, elle est un peu agressive par rapport à l'unicum de la chanson. Et puis la chanson va continuer à dérouler les promesses. Allons, serre tes yeux, ferme, serré, hein, fermé. Hein. Dorme un bonhomme, je vais dire une prière à petit Jésus pour qu'il vienne ici pendant un somme, te faire rêver que j'ai les mains pleines d'écus, pour qu'il t'apporte un coquille, on va revenir sur coquille, avec du chiro qui guille, tout le long d'un maton, tout pour les cras, trop heureux. Alors là, ici, on appelle Jésus à la rescousse, pour que l'enfant rêve que sa mère ait enfin de l'argent. Et puis qu'à son tour, il amène des viennoiseries. Alors encore des viennoiseries, hein. Qu'est-ce qu'il mange cet enfant? Qu'est-ce qu'on lui promet de manger? Ils sont absentes du quotidien. Et puis le petit Jésus, c'est intéressant parce que ça fait écho à la coquille. Eh bien oui, la coquille, c'est une brioche en forme d'enfant, hein, de poupon, et qu'on fabrique encore d'ailleurs dans le Nord, au moment de Noël, avant Noël. Voilà. Et on est au mois de novembre. La chanson a été écrite le 12 novembre. Alors ça rappelle bien sûr, la coquille, c'est bien sûr un rappel de la prochaine naissance de l'enfant Jésus. Alors coquille dans le Nord, ici en Picardie, alors à Amiens ça ne doit pas se faire, je crois pas, mais dans l'Aisne ça se fait, on appelle ça des cugnols, des quignols. Oui, mais c'est la même chose, hein. C'est la même forme. Du chiro qui guille, du sirop qui coule. Hein, mais qui coule, c'est quelque chose d'épais qui coule. Hein. Guiler, il faut que ça soit sirupeux. Hein. De l'eau, ça ne guille pas. De l'eau, ça coule.
Par contre, de l'huile, ou alors plutôt là, de la confiture, du miel, Oui, ça mélasse, guide. mélasse. On est bien dans autre chose. Hein. Et puis, ben, on va passer à la suivante, on arrive au bout. Le mot qui vient de Saint-Nicolas chez le Fiette. Hein. On est dans le nord de la France, hein, et on est au mois de novembre, on est proche de la période des fêtes. Hein. Pour sûr, au soir, il viendra te trouver. Il te fera un sermon, il léchera mettre en dessous du ballot. Alors, le ballot, c'est le tube de cheminée, hein, c'est la cheminée. Un grand peignet, un grand panier, bien sûr. Il remplira, si tu es sage, de c'est quoi. Je ne sais quoi. Donc, les c'est quoi, c'est des Je ne sais quoi. je ne sais quoi. Donc, c'est Des bricoles. un peu n'importe quoi. Hein, c'est un peu, voilà, des choses hein, dont on ne connaît pas la nature, qui traîneront Bénache, Bénèze, ici à Amiens, donc Bianaise, content, heureux, hein, qui te feront plaisir. Sancha, c'est un baudet, Tinvoira, un grand marquis. Hein. Alors, Saint-Nicolas, c'est le Noël de l'époque, hein, surtout dans le nord de la France, c'est comme en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, c'est le jour de la fête des enfants. Hein. Et là, la mère va ramener, bizarrement, on va utiliser Saint-Nicolas pour ramener l'enfant dans la réalité. Parce que Saint-Nicolas, ça va bien arriver. Le reste, c'est du rêve. Hein. Le petit Jésus, le Chirokiki, tout ça, on va l'emmener voir, ok, mais ça, c'est une promesse. Saint-Nicolas, ça va arriver. C'est le 4 ou 6 décembre, le 6. Voilà. Et puis, l'enfant semble suffisamment âgé aussi, parce qu'on ne sait pas quel âge il a cet enfant. A priori, il sait parler. Oui. En tout cas, il est suffisamment âgé pour comprendre ce qui va se passer. En même temps, il est dans un berceau. Oui. Alors, soit il dort et il sera récompensé par des choses qui vont lui faire plaisir, mais on ne dit pas quoi, on reste dans le flou, des c'est quoi. Hein. Soit le saint va lui envoyer son baudet, qui va lui apporter un martinet. Et donc, c'est la face sombre du saint. Alors, ça m'a un peu interpellé, cette histoire de Saint-Nicolas. Qui tue les enfants, le Saint-Loire. Non, c'est pas lui qui tue les enfants. Oui, mais il empêche, il les ressuscite. Oui, il ressuscite, on est d'accord, c'est l'ami des enfants, Saint-Nicolas. Hein. Alors, j'ai un peu creusé la question et je l'ai appris que le père Fouettard n'apparaît qu'au XIXe siècle. Voilà. Le père Fouettard n'apparaît qu'au XIXe siècle. C'est la façon de Saint-Nicolas. On dit que ça pourrait être le boucher, qui incarnerait le boucher qui a tué les enfants, qui pourrait avoir été condamné à accompagner Saint-Nicolas. Et puis aussi que le saint, à la base, se déplacerait sur un cheval blanc et le père Fouettard sur un âne. J'ai trouvé une belle illustration qui vient du Wikipédia néerlandais, hein, de Saint-Nicolas qui fouette les enfants. J'ai trouvé assez spectaculaire cette illustration parce que c'est très loin de ce qu'aujourd'hui on imaginerait par rapport à supposer que le Père Noël soit l'héritier de Saint-Nicolas. Hein, on n'imagine plus ça du tout aujourd'hui. Et une photo cette fois-ci, vers 1880, on voit bien le père Fouettard, qui s'appelle Zwarte Piet, Pierre le Noir, hein, en néerlandais, et Saint-Nicolas, qui est lui sur un cheval blanc. Le baudet, l'âne, est menaçant. Il a la face sombre. Oui, Zwarte Piet, oui, la face sombre. D'ailleurs, ça fait scandale aujourd'hui aux Pays-Bas, tout ça. Ils sont en plein débat autour de ça, hein, je peux vous dire. Faut-il conserver Zwarte Piet? En plus, c'est un blanc qui se peint en noir, donc on l'accuse de blackface, hein, comme on dit en bon français. Bon, voilà, vous voyez comment du petit quinquin on arrive à parler de blackface. Bon. Alors oui, au XIXe siècle, eh ben, le saint avait aussi pour but de punir les enfants. Tiens, j'ai pas mis la dernière strophe. Hein. Donc le père Fouettard, je vous l'ai dit, ça peut être vu. Bon. J'ai pas mis la fin, mais donc je vous l'ai dit, hein, l'enfant va enfin se calmer. Hein. Alors on ne sait pas s'il s'endort par contre, dans la chanson. Hein. Ni les marionnettes, ni le pain d'épices, n'ont produit d'effet, mais le martinet a vite rapagé, calmé, hein, apaisé, hein, le petit Narcisse, qui craignait de voir arriver le baudet. Il a dit ce canchon dormoir, smer l'ami d'un nocher noir, le berceau, hein, a repris 5 coussins et répété 20 fauches refrains. Donc l'enfant se calme, mais on ne sait pas s'il s'endort. Et puis il dit sa berceuse, ça suppose qu'il sait parler. Voilà, encore un élément qu'on apprend sur l'âge de l'enfant.
et la mère va enfin pouvoir reprendre son travail. Après la mort de Desrousseaux, je terminerai là-dessus. Quand Desrousseaux meurt, il est célébré. On va donner son nom à une rue en 1896. On va inaugurer une statue, je vous l'ai montré. Le centenaire du Petit Quinquin va être célébré en 1953. Le centenaire du Petit Quinquin. Et là, je crois que c'est celle-là, où on est à l'Élysée. Ça ne dure pas longtemps. Pour son centenaire, le Petit Quinquin est entré à l'Élysée. Le président de la République a accueilli la chorale lilloise des Sans Soucis à l'occasion du 100e anniversaire de la création de la chanson qui mériterait d'être l'hymne national des gens du Nord. Présentée par le fils du compositeur Desrousseaux, cette berceuse, chantée au siège de Sébastopol et maintes fois fredonnée pendant l'occupation, reste plus vivante que jamais. C'est pas là qu'on voit Aline Renaud. Ouais, je pensais que c'était là, mais il y a une autre vidéo où on voit Aline Renaud, enfin des actualités de l'époque. En 1970, on va célébrer Desrousseaux. C'est Simons qui est chargé de faire cette célébration, de mettre au point un programme. Il y a des moyens, ça se voit. On réédite, la mairie réédite les textes de Desrousseaux. Des affiches sont faites. Je vais vous passer Simons parce que on n'a pas le temps, mais voilà, Simons est filmé, il explique d'où vient Quinquin, l'importance de Desrousseaux, en quoi ça nous touche. Voilà. Mais l'auteur s'efface. Et en 2003, les 150 ans de la chanson passent inaperçus. En 2020, la naissance du chansonnier est à peine célébrée. Par contre, ça s'est invité dans la campagne municipale. Il paraît que la plus grande gloire de l'auteur, c'est de disparaître derrière son œuvre. Et là, Desrousseaux est à ce titre un grand auteur, puisque beaucoup pensent que le Petit Quinquin est une chanson traditionnelle. On a oublié l'auteur. Quand Didier Jeunesse, je crois que ça doit être Flammarion, publie une série de livres pour enfants en 97, eh ben, le Petit Quinquin est attribué au Brouteux. C'est incroyable. Oui, ça a été corrigé depuis. Ouais. Mais le Brouteux, Geloueteux, Tourcoing. Pourtant, la chanson va continuer d'exister, elle est chantée, il y a des petits quinquins rock. Voilà, petit quinquin reggae. Il y en a des centaines, des centaines de versions. C'est devenu une marche militaire, rapidement, dès 1870. Elle est adaptée sous la forme d'une marche militaire dite au pas redoublé. Et puis elle a été interprétée vraiment particulièrement bien par Raoul de Godwarsveld. Alors je ne sais pas si ça va fonctionner, je me demande s'il ne faut pas une connexion internet. Bon, j'ai pas de connexion internet, donc je ne peux pas vous la faire écouter, mais qui est certainement une des plus belles interprétations du Petit Quinquin. Mais il ne chante pas la version originale, il interprète, on peut vraiment dire comme ça.
Elle est encore reprise en chœur par les écoles aujourd'hui, et quand il y a un rassemblement dans du Nord, on chante le Petit Quinquin. La chanson est toujours là, vraiment. L'Orchestre national de Lille, j'espère que je vais pouvoir avancer, on a fait aussi une version pendant le Covid, alors là je l'ai parce que j'ai téléchargé, qui est assez vibrante, qui fait hérisser un peu le poil. Par contre, ça chante. On sent bien que la langue n'est plus maîtrisée, quoi. Voilà, ça se sent. Mais c'est bien hein, qu'ils aient chanté le Petit Quinquin. Hein. L'existence semble plus pérenne que la chanson elle-même. Il est devenu synonyme d'un enfant dans le Nord. Il a été repris par Bruno Dumont comme titre de sa mini-série. Parce que c'est un marqueur d'identité. Mais c'est aussi une logique un peu surréaliste. C'est un auteur surréaliste, Bruno Dumont. Mais c'est un marqueur de territoire, le quinquin. Aujourd'hui, le quinquin, ça désigne le bébé. Voilà un petit lexique, j'aurais dû en mettre sur la table, qui vient d'être publié. On y a travaillé à l'agence pour faire les traductions. Et quand on nous demande comment on dit un bébé, nous on dit un quinquin. Alors il y a d'autres façons de dire un bébé, mais on a choisi ce mot-là parce que c'est un mot qui est compris, qui fonctionne et qui renvoie à un imaginaire. C'est-à-dire c'est un mot auquel on adhère. On voit qu'on y adhère spontanément. Puis la langue évolue également. C'est un mot qui est moderne, le mot quinquin, qui veut bien à dire et qui correspond bien à notre société aujourd'hui, qui a besoin aussi d'identité, qui a besoin de racines et qui a besoin de mots qui sont des mots qui s'accrochent bien aux choses. Et quinquin, bébé, ça va bien ensemble. Sinon, il y a le mot papard, ça colle moins bien. Papard, voilà. Attention, il y a des mots qui vieillissent mal également. Alors je voulais vous parler de grand-mère à poussière, mais je vais passer, puisque je voulais faire un petit parallèle entre les deux, entre le quinquin et grand-mère à poussière. Ce que je vais en dire vraiment très très rapidement. Donc Édouard David, il était un peu contemporain d'Alexandre Desrousseaux, qui était alors au sommet de sa gloire. Quand David a connu Desrousseaux, pas longtemps, tout compte fait une trentaine d'années, mais Desrousseaux avait certainement une gloire qui rayonnait jusqu'à la mienne. Je pense que la gloire de Desrousseaux était nationale. Il a également publié une berceuse, qui s'appelle V'là grand-mère à poussière, il l'a publié en 1920. Alors c'est deux auteurs qui viennent du peuple et qui connaissent une ascension sociale. Édouard David était de combien d'enfants ? 9 ou 10. 9 ou 10, voilà. Desrousseaux, 8. Des familles nombreuses, des familles ouvrières, des familles modestes. Et puis une carrière administrative, qui les sortent de leurs conditions ouvrières. Le même souci du petit peuple, chez les deux. La grande différence, c'est que Desrousseaux est un interprète, David est un écrivain. La chanson de grand-mère à poussière est moins intimiste que chez Desrousseaux, quand même, plus générale, moins dans l'intimité des personnages. Chez Desrousseaux, je l'ai dit, il n'y a pas de père, ici il y en a un. Chez David, on a souvent le drame est présent, souvent, c'est plus dramatique en général chez David que chez Desrousseaux. Chez Desrousseaux, c'est dramatique mais on rigole quand même. Il y a une soupape, la vie n'est pas facile mais on peut aller au café. Chez David, on a l'impression qu'on est un peu enfermé. On est un peu enfermé dans la misère. Voilà. Alors, en conclusion, Desrousseaux représente bien le petit peuple lillois du début du XIXe siècle, puis aussi du Second Empire. Il ne parle que du peuple, quasiment. Il témoigne d'un mode de vie. Il fait partie de ces nombreux chansonniers dits patoisans. Il y a un très riche fond
sur ces chansons en patois de Lille, qui se trouvent à la bibliothèque municipale de Lille, qui sert de source aux historiens aussi pour comprendre cette réalité sociale. C'est la vie des ouvriers qui s'exprime en chansons. On a souvent qualifié Desrousseaux de Mistral du Nord, Frédéric Mistral, je vous en ai parlé tout à l'heure, et c'est à la fois un Mistral du Nord qui aurait écrit la Marseillaise du Nord. Simons va écrire dans Florilège et chansons, on ne trouve pas dans toute son œuvre, il parle de Desrousseaux, de couplets haineux ou vindicatifs, à croire qu'il ne côtoyait que de braves gens. Tout simplement, il ignorait les autres. Cela expliquerait sa bonne humeur. Sa vocation est d'amuser. Il utilise rarement le style brayeux, qui fait pleurer, à l'effet facile comme beaucoup de ses confrères. Et surtout, et ça n'est pas son moindre mérite, jamais ne tombe dans le genre grivois, cru, malséant, eschatologique, trop souvent exploité par les auteurs populaires. Voilà. Desrousseaux est un bel auteur, et ce qui est exceptionnel, c'est qu'il a fait vivre ses œuvres, il les a mis en scène, et on ne peut pas séparer l'écrivain de l'homme de scène. C'est vraiment la particularité de Desrousseaux. C'est un homme intelligent, porteur d'humanité. Il a un vrai intérêt pour le Picard, la langue l'interpelle, il se soucie de la graphie, et il va s'inscrire dans une tradition d'écrivains qui utilise le Picard comme un outil littéraire original, un outil littéraire spécifique. Il va utiliser la langue aussi pour son potentiel. Aujourd'hui à Lille, aucune école ne s'appelle Desrousseaux. Sa mémoire n'est plus célébrée. Ces chansons pourtant mériteraient d'être relues, pour intéresser des universitaires. Il y aurait certainement une grande exposition des Desrousseaux qui serait à faire. On a la matière. Un beau colloque sur ces écrivains chansonniers. On choisit d'utiliser une langue régionale. Il n'y en a pas tant que ça en France. Et puis Desrousseaux fait partie de notre histoire régionale. Et il me semble que nos institutions ont un devoir de mémoire envers lui. En 2020, je vous ai mis un extrait d'un blog. On est pendant les élections municipales et un des candidats, alors je ne sais plus qui c'est, chez Renard, c'est un blog politique, qui reproche vraiment violemment, qui reproche avec pas mal de véhémence le fait qu'on est capable de mettre des millions d'euros sur l'île 3000 et qu'on n'est pas capable de mettre le moindre euro sur Desrousseaux. Et c'est devenu un élément dans la campagne municipale. C'est la première fois que je vois le Picard devenir un élément de revendication. Déjà, on voit le Picard en politique. Il y a des tracts, il y a des discours, pour flatter le peuple aussi parfois. Mais là, c'est vraiment... c'est quoi ce mépris de la part d'une municipalité de gauche, Martine Aubry, pour un homme qui était d'une tradition socialiste? Comment en 50 ans, 60 ans, l'image de Desrousseaux a été passée de l'Élysée à plus rien. Alors que Alexandre Braque Desrousseaux était un des fondateurs pas des fondateurs, mais des animateurs de l'Internationale, par exemple. C'est quelqu'un qui était réellement un homme de gauche au service de la population. Et aujourd'hui, comme si Lille voulait tourner le dos à cette population ouvrière qui a fait son identité. Voilà. Et ça, cet opposant à Martine Aubry, je ne sais plus qui c'est, le dit bien, il donne des chiffres. Il parle bien de mépris pour la population lilloise et pour l'histoire de Lille. Voilà, je voulais en terminer là ma petite conférence. Merci de m'avoir écouté. Il est 16h et je ne peux pas rester trop longtemps parce qu'après j'ai un train à prendre. Et après, j'en ai plus avant 19h. Donc, si vous avez des questions, c'est très très rapide. Mais je voudrais d'abord... Ou un complément. Non, mais c'est pas un complément, mais c'est pour dire qu'au début, vous avez dit que je vous avais confié un document, une page de la Voix du Nord. En fait, ce n'était pas à moi. C'est à Christophe Baudelaire, qui est ici présent, qui est venu vous écouter. C'est lui qui m'a fait connaître Pierre Pierrat. Voilà. Non, c'est tout ce que je voulais ajouter. Non, mais je reviendrai sur le parallèle en ma communication de moi, c'est tout. C'était très intéressant, ce regard d'un historien sur Desrousseaux. Une petite question. Vous expliquez tout à l'heure le contexte de ces estaminets, ces cabarets, tels que vous le dites là, qui sont des lieux où les gens se rencontrent, où il y a une solidarité qui se met en place aussi, tout ça.
et que aussi Desrousseaux était un homme de scène. Je suppose que ces chansons se retrouvaient aussi dans ces lieux-là où on communiquait effectivement ces chansons, où il y a la popularité de Desrousseaux qui croyait aussi, mais aussi lui-même quand il se produit où en tant que chanteur? Ah ben, il se produit sur les scènes. Au début, il est effectivement un chanteur de cabaret. Hein, il accompagne son père et puis après il va chanter dans les cabarets. Et puis surtout sur les carnavals, lors des cortèges de carnaval et puis des animations qui ont lieu dans ce cadre-là. Et après il va rentrer dans le cercle lyrique et là il va être chanteur comme un chanteur d'opéra. Hein, il va se représenter, il va faire des tournées dans la région, hein, mais pas uniquement sur l'île, hein, il va tourner sur tout le Nord-Pas-de-Calais. Il va donner, je crois, 30 ou 40 concerts, souvent des concerts de bienfaisance, mais parfois il est payé. Voilà. La question financière est un peu présente chez Desrousseaux. Alors ça, je ne l'ai pas dit, mais il y a un peu de polémique aussi autour de lui. Quand il est parti en retraite, il y a eu des protestations contre lui. On l'a accusé de ne pas avoir assez bien... pas s'être assez bien occupé de ses employés. Il était directeur de l'octroi. Voilà. Donc il y a eu une pétition qui a été faite contre lui. Il a dû s'en défendre. En disant qu'il avait été bienveillant. Voilà. Donc, puis on sait aussi qu'à la fin de sa vie, il était un peu aigri et que voilà, si on voulait l'avoir, il fallait le payer, quoi. Sinon il ne venait pas. Il ne se sentait pas reconnu ou pas assez. Voilà. Mais après, encore une fois, hein, je n'ai pas fait vraiment moi de recherche sur Desrousseaux. Hein. Je me suis documenté sur Desrousseaux pour comprendre un peu le personnage. Mais le côté socialiste reste là, quand même. Je pense quand même que c'était quelqu'un qui restait attaché jusqu'au bout de sa vie au peuple, qui n'a pas tourné le dos. Voilà, qui n'a pas tourné le dos au peuple. Après, sur les représentations, j'imagine qu'à partir du moment où il a changé de quartier, voilà, il n'a plus participé au carnaval. Hein. C'est le Desrousseaux jeune qui participe au carnaval et qui va dans les estaminets, qui va boire de la bière. D'ailleurs, il y a des phrases là-dessus. Hein. On mange du hareng, on boit de la bière. Hein. Tout ça, il explique ça très bien. Tout ce que je peux vous dire, d'après ce que j'en ai lu de Desrousseaux. Encore une fois, mais ils sont nombreux, les chansonniers lillois sont très nombreux. C'est plusieurs dizaines de chansonniers qui sont... Alors, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que les chansons sont publiées. Ne sont des milieux pauvres, des milieux très modestes. Il y a une édition sur des feuillets, hein. Mais comme ça se fait encore, ça se fait à Amiens au 19e, ça aussi, hein, des chansons, des feuillets qui sont édités. Voilà. Et c'est comme ça que les chansons sont diffusées. Il y a une vraie diffusion. Voilà, là, sinon il y a un petit pot à boire, je crois, un petit coup à boire avec des madeleines. Si j'ai bien compris. Voilà. Allez. Merci. Donc le 25 mai, Édouard David. Oui, Vlot Grand-Mère à Poussière. Vlot Grand-Mère à Poussière.